suis Tom, je suis l'un des 2 cofondateurs de Café et Café, on est une plateforme pour aider les entreprises à recréer de la cohésion entre les collaborateurs dans un environnement qui change tous les jours entre télétravail, présentiel et donc on fait ce qu'on appelle du workplace engagement. On va permettre de recréer des occasions de se rencontrer par région. En fait, tu vas avoir une map où tu vas pouvoir savoir, qui est où et créer des événements pour se rencontrer, dans des tiers-lieux, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Café. À la base, c'est vraiment un third place. Donc, on est 2. Il y a moi et mon grand frère et donc on a cofondé ça, donc, l'été 2020, tout simplement parce que, on a rencontré la problématique, nous, en fait, en tant qu'employés pendant le covid et on s'est rendu compte que c'était un problème que beaucoup d'autres gens avaient et on s'est dit: «Il y a forcément une meilleure manière de gérer ça que juste d'avoir un spreadsheet et des échanges d'emails et de Slack». On a eu, la chance de recruter notre toute première recrue aux États-Unis, donc qui est une américaine. L'une des meilleures choses qu'on a fait, c'est de la rencontrer très rapidement. C'est-à-dire que dès qu'elle a été recrutée, on l'a fait venir en France pour rencontrer l'équipe au bout de, je pense, 6 ou 8 semaines et on s'est vraiment rendu compte du avant et du après. On en parle souvent d'ailleurs encore aujourd'hui. On se rend compte que, il y a tellement de différences culturelles et surtout de différences dans la manière de travailler, de collaborer et de communiquer à l'écrit ou à distance, que c'était important de se rencontrer et vraiment de briser la glace. Quand on travaille avec quelqu'un, des fois, on va avoir un peu d'ironie ou ce genre de choses. À l'écrit, c'est plus compliqué, surtout pour quelqu'un qui n'a pas la même culture et qui ne va pas forcément comprendre ou rire de la même manière que nous, avoir le même humour. Et d'instaurer au final un climat de confiance, j'ai envie de dire, mais surtout de bienveillance et de se dire que il est très probable qu'il y ait des choses qui ne soient pas perçues et comprises par la personne en face de nous, comme nous, on voulait absolument que ça passe. Parce que en fait, il y a des fois des différences générationnelles, des fois des différences culturelles et quand il y a les 2, ça peut créer beaucoup en fait de suspens dans la discussion où la personne ne sait pas trop comment le prendre et cetera et donc on a essayé un maximum de surcommuniquer, dans les discussions qu'on a avec, les autres collaborateurs, de juste à chaque fois remettre dans le contexte et souvent ça nous arrive de dire: «Ah bah oui, mais c'est marrant chez nous en France, quand on dit ça, en fait ça veut dire ça et ce qu'on sous-entend c'est ça et cetera et chez vous ça se passe comment?» Et en fait juste de s'intéresser à l'autre, de comment ça se passe, chez lui, ça peut permettre de créer des ponts et de mieux comprendre, certaines conversations qui peut-être ont l'impression d'être un peu, compliquées, au départ ou d'avoir on va dire, quelques je sais pas, ça peut être des réticences, ça peut être des grains de sable dans les mécanismes, quoi. Juste, parce qu'on essaye de se mettre à la place de l'autre et de se dire: «J'ai pas forcément toutes les clés pour comprendre, ta culture, mais au moins j'essaye de m'y intéresser et de faire en sorte d'adapter ma communication, mon comportement en fonction de toi». Alors, à l'écrit 100 en anglais, ça c'est une obligation. D'ailleurs, on a même, sur Slack, on a, une réaction, on a un emoji, qui s'appelle English please, lorsqu'il y a quelqu'un qui oublie et qui écrit un truc en français ou qui entre français des fois dans un thread ou dans un channel, on peut avoir, cette mauvaise habitude. Ça a été on a pris le pli très, très rapidement. Après à l'oral, dans tout on a assez peu de rendez-vous, de visioconf et cetera. Quand on en a forcément, c'est 100 en anglais. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est quand on a, au tout début, on était majoritairement francophones dans l'équipe et quand on avait des rencontres dans la vraie vie, ça nécessite beaucoup d'énergie et d'efforts de switcher toute la journée en anglais. Donc il y avait des fois où on était un petit peu, on était à bout de souffle et donc on avait des parenthèses dans des discussions, des fois un peu voilà, de créativité, de brainstorming où c'est très compliqué des fois de d'avoir ces discussions-là un peu poussées dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, en tout cas dont on n'a pas l'habitude de l'utiliser autant. Et donc, je sais qu'il y a certaines fois où on s'est rendu compte que c'était pas cool d'avoir des apartés en français, la personne se sentait totalement mise à l'écart. Donc, on essaye au maximum de faire 100% d'anglais à l'écrit, en visio et en présentiel. C'est pas toujours simple. Et souvent, les personnes qui sont, on va dire, minoritaires dans la pièce sont assez elles sont reconnaissantes, enfin, elles comprennent que c'est pas facile, donc voilà, elles essayent de pas trop non plus, forcer, mais en vrai, c'est normal. On devrait toujours se plier à la personne qui comprend pas. Enfin, il y a rien de pire que d'être au milieu d'une conversation qu'on peut pas comprendre, où on essaye d'attraper des bribes de mots, mais au final, on se sent totalement à l'écart. On nous a pas demandé particulièrement de formation, de mise à niveau, ce genre de choses. Ça s'est fait assez naturellement. Je pense que la seule chose qui était assez importante, c'était de donner confiance, dans les personnes
qui a priori ont un bon niveau à l'écrit parce que ils ont l'habitude de le pratiquer et puis ils vont beaucoup lire ou dans leur métier, c'est assez nécessaire de comprendre et d'écrire, mais qui vont avoir du mal à parler à l'oral. Et je pense que c'est de juste aider les gens à se sentir mieux, à décomplexer totalement l'accent, parce qu'en vrai, on s'en fiche. Enfin, nous, en France, je pense qu'on a ce truc-là de beaucoup pointer du doigt les gens qui ont un accent et on va avoir honte. Là où, dans certaines cultures, typiquement, enfin, demain, tu vas à New York, tu parles avec n'importe qui est arrivé depuis quelques mois ou quelques années et qui a un accent vraiment qui s'entend, bah, cette personne-là, elle va pas chercher forcément à faire énormément d'efforts et les gens, par contre, vont faire enfin, mais les gens vont la comprendre et vont pas plisser les yeux ou faire des mimiques ou des grimaces ou autre. Je pense que nous, en France, on a ce truc-là d'avoir un peu honte ou d'avoir peur. Et enfin, le seul conseil que je donnerais à des personnes qui ont des équipes multiculturelles, c'est donner confiance dans vos talents qui ont peut-être un peu du mal à s'exprimer et qui ont un peu honte de leur accent ou autre, parce que en vrai, enfin, on se comprend. Premier doux, bon, je pense que bon, c'est le fait d'être bienveillant et d'encourager en fait les personnes à embrasser leurs insécurités, on va dire. Donc voilà, il y a des choses où tu as peut-être peur, c'est pas grave, on est là pour apprendre, on n'est pas en train de se juger, etc. Et juste, bah, on fait bloc en fait. Il n'y a pas genre l'équipe francophone et l'équipe non francophone, ce genre de choses. Il n'y a personne qui va te juger et juste on est là pour construire quelque chose ensemble, donc ne te sens pas jugé. Je pense que la deuxième chose qui nous a beaucoup tenu à cœur, nous, au début, c'est quand on a recruté aux États-Unis, il était clair qu'on ne voulait pas créer d'inégalité dans l'expérience. Et donc, aux États-Unis, où c'est pas forcément quelque chose de commun de donner 25 jours de congés payés, bah, on l'a fait. On s'est dit, il n'y a pas de raison que les employés de France aient des avantages que ceux des États-Unis n'aient pas, et vice-versa. Et donc, à chaque fois qu'il y aura. Alors, encore une fois, c'est à notre stage, on n'est que 20, et peut-être qu'il y a un moment où ce sera compliqué à tenir, si on recrute, je ne sais pas, dans 5, 10, 15 pays. En tout cas, nous, à notre niveau, notre philosophie, c'était vraiment de faire en sorte que l'expérience employée dans notre entreprise, elle soit commune, elle soit lissée, et que notre culture, elle soit retrouvable et reproductible dans un autre lieu. Partir du principe que la communication à l'écrit, il n'y a qu'une seule manière de la lire. Je pense que avec l'avènement du télétravail et donc le fait qu'on parle beaucoup en asynchrone et que bah, tout passe, enfin beaucoup passe à l'écrit, bah, en fait c'est très compliqué de ressentir certaines choses à l'écrit. C'est très compliqué de ressentir si la personne elle est enjouée, si elle est triste, si elle est frustrée, toutes ces émotions-là. Alors oui, et il y a des emojis, mais tout le monde ne les comprend pas de la même manière, tout le monde ne les utilise pas de la même manière. Donc, enfin, entre quelqu'un qui a 50 ans et qui a 20 ans, ils ne vont pas utiliser les mêmes emojis et pas de la même manière. Donc, je pense que le don, c'est de ne pas s'attendre à ce qu'il n'y ait qu'une seule manière de lire un message ou de lire globalement du texte et de s'assurer de faire en sorte que bah, ce texte-là il soit compréhensible par tout le monde. Donc ça, je pense que c'est l'un des premiers dons, c'est ne pas se dire qu'il n'y a qu'une seule manière de communiquer. Le deuxième, alors c'est peut-être un peu moins multiculturel, mais c'est peut-être plutôt distribué remote, c'est ne pas s'attendre à ce que tout le monde soit formé et à l'aise avec les méthodes de communication asynchrone et à l'écrit. Parce que c'est des skills, ça s'apprend. Tout le monde peut les apprendre, pour le coup, tu vois, c'est accessible. Mais quand on recrute quelqu'un, tu vois, même si la personne elle a déjà travaillé en remote, etc., il y a, enfin, toutes les entreprises ont des manières un peu différentes de collaborer et tout le monde a des process, etc. Mais il y a des personnes qui ne des fois, en fait, ne connaissent pas le b.a.-ba du télétravail ou de comment communiquer à l'écrit ou en asynchrone. Et je pense que trop souvent, on part du principe que parce que moi, je gère ces compétences-là, je sais que les autres vont les avoir parce qu'en fait, c'est accessible, c'est facile. Mais non, en fait, il y a des personnes pour qui c'est pas clair que il faut voilà, programmer des messages sur Slack, par exemple. C'est quelque chose que j'ai vu encore trop de personnes ne pas faire. Et nous, vu qu'on a deux time zones différentes, bah, on s'assure que les personnes utilisent au maximum cette fonctionnalité-là pour pas recevoir des notifications à 2 ou 3 heures du matin, ou même ne serait-ce qu'à 20 heures, tu vois. C'est l'une des fonctionnalités qu'on a développées dans notre produit, c'est que quand c'est pas dans tes working hours, donc que tu es en dehors des horaires où tu travailles habituellement, ton emoji sur Slack, il passe avec une cloche barrée pour te dire, bah là, je suis en dehors de mes working hours. Donc juste, si tu m'envoies un message, je risque de ne pas répondre tout de suite. Et si, en gros, ce qui veut dire, c'est s'il te plaît, ne m'envoie pas un message qui n'est pas urgent,
parce que, en fait, il y a pas de raison que tu me déranges ou que tu me perturbes en dehors de mes heures de travail. Et donc je pense que c'est aussi ça le don, c'est, ne pas partir du principe que c'est pas parce qu'il y a une pastille verte à côté de mon nom que tu peux m'envoyer un message et en final, ne pas envoyer des messages qui sont pas urgents si en fait on peut le traiter en asynchrone ou demain, il y a pas de raison de m'envoyer un message tout de suite. Un autre truc aussi, culturellement, nous en France, par exemple, on passe beaucoup de temps, autour de la pause déjeuner, ce qui choque beaucoup d'autres personnes. Nous, quand on prend des pauses déjeuner de 1 heure et demie, ça nous est déjà arrivé même de faire jusqu'à 2. Les employés aux États-Unis, américains, ils comprennent pas. Pour eux, c'est 30-45 minutes, des fois même devant ton écran, en salle de réunion, en train de faire des calls. Enfin, c'est très différent. Et je pense qu'il faut aussi s'adapter à ça. Et si la personne, bah, ça lui convient, bah ok. Mais c'est pas pour ça qu'il faut partir du principe que tout le monde a le même rythme. Et je pense que le rythme, il est important. Si tu as envie de commencer ta journée plus tard et de finir plus tard, il faut juste qu'on en parle et qu'on mette ça au clair et que ce soit partagé. Et je sais pas, je prends un autre exemple. On n'a pas de personnes qui sont en Espagne. Moi, je sais que j'ai déjà travaillé dans une entreprise où on avait des collègues en Espagne. Chez eux, le vendredi, ils vont travailler jusqu'à très tard la matinée, donc jusqu'à des 14-15 heures. Et ils vont généralement pas travailler l'après-midi parce que ça fait partie de leur culture et c'est ce qu'ils appellent la siesta. Et c'est OK. En fait, si tu ships et que tu exécutes et qu'on n'a rien à te dire sur ton livrable, qu'en gros tu fais le travail, bah, il n'y a pas de raison derrière de dire oui, mais eux, ils ont tel droit. Enfin, après, je pense qu'il faut avoir le bon équilibre entre avoir une expérience similaire en termes de bénéfices etc. Par exemple, parler du nombre de congés payés par an et s'adapter et comprendre que des fois, il y a juste des différences culturelles qu'il faut respecter et où chez eux, bah, c'est comme ça et c'est pas grave. Hein, ça ne va pas impacter ton entreprise que ça se passe comme ça. T'as pas besoin d'avoir une fiche, maintenant il y a qu'à faire. Au fil, on demande aux gens de renseigner, ils sont pas obligés, mais ils peuvent dire, voilà, je suis plutôt du matin, je travaille de telle heure à telle heure. Si tu veux me contacter, privilégie plutôt WhatsApp ou Slack ou email, enfin en gros ce genre de choses. Et en fait, il faut s'adapter aux préférences de chacun, je pense.